Tout le monde, cher maître, honorable assistance, ravi d'être parmi vous pour présenter aujourd'hui une entité particulière qui est la thrombose veineuse cérébrale. C'est une entité neurologique qu'il faudra connaître surtout, évoquer, diagnostiquer à temps et traiter dans les plus brefs délais. Alors, c'est une thrombose de siège atypique qui concerne donc le système du drainage du système nerveux central, à savoir les veines corticales du cortex dans des grands sinus vers donc la veine cave supérieure. Alors, c'est une variété d'accidents vasculaires cérébraux, c'est un stroke, mais d'origine veineuse. Heureusement, il est de bon pronostic. Alors, la TVC peut survenir à tout âge, mais particulièrement chez la femme jeune, entre 30 et 50 ans, avec un pic d'incidence. Et la période concernée, c'est surtout la grossesse et le péripartum. Donc, il faudra savoir évoquer ce diagnostic lors de cette période. Alors, est-ce qu'elle est fréquente? Donc non, donc c'est une maladie rare avec une prévalence faible, entre 15 et 7 pour 1 million d'habitants, et heureusement la mortalité est faible, de l'ordre de 3%. Alors les facteurs de risque sont confondus avec les causes, c'est généralement les mêmes avec la maladie veineuse thromboembolique, la TVP et l'embolie pulmonaire, avec quelques nuances et particularités. Vous avez une prévalence accrue de la thrombophilie qu'il faudra rechercher, 34%, et la prévalence lors de la grossesse et du postpartum, et une femme sur deux prend une contraception orale. C'est les facteurs de risque les plus forts à rechercher. Vous avez aussi le cancer, les infections du système nerveux central, les maladies systémiques, et une cause n'est pas retrouvée dans 13% des cas. Alors, en règle, il faudra toujours rechercher avec une enquête étiologique minutieuse lorsqu'il s'agit d'une thrombose veineuse cérébrale. Une autre cause a été identifiée lors de la pandémie Covid, c'est les vaccins à ARN. Donc, ces vaccins à ARN, par un mécanisme qui ressemble à une thrombopénie induite à l'héparine, avec un profil CIVD biologique, a donné des thromboses veineuses cérébrales fatales avec une présentation clinique sévère. Heureusement, c'est peut-être qu'un mauvais souvenir. Sur le plan physiopathologique, on a une hyperpression veineuse qui va entraver la réabsorption du LCR, donc ça va vite donner une hypertension intracrânienne. Vous avez aussi une altération de la barrière hémato-encéphalique. On a donc de l'hémorragie, un infarcissement de type veineux. Vous avez donc un œdème de type vasogénique et des phénomènes ischémiques qui vont donner un œdème cytotoxique. Sur le plan présentation clinique, la présentation est généralement aiguë, mais on peut avoir une présentation subaiguë ou chronique. Sur le plan clinique, on a 4 types de syndromes. C'est surtout l'hypertension intracrânienne, les signes neurologiques de focalisation qui ont la particularité d'être rapidement réversibles de façon spontanée. On a aussi l'épilepsie et l'encéphalopathie sous forme de troubles de la conscience. Donc ces signes peuvent être présents chez le même patient, mais peuvent manquer, donc leur présence simultanée n'est pas la règle. Alors, quels sont les signes les plus fréquents? Donc, vous avez surtout les céphalées, les déficits moteurs et les crises épileptiques. C'est surtout les céphalées, 90% des cas. La présentation clinique change aussi avec le type de sinus concerné. Donc, on peut avoir surtout des manifestations épileptiques pour le sinus sagittal et on peut avoir des manifestations ophtalmologiques quand il y a des sinus profonds avec l'atteinte du sinus caverneux, comme chez cette patiente qui présente une ophtalmoplégie avec un chémosis. Alors le diagnostic, il est difficile, mais il faudra l'évoquer surtout. Donc l'évoquer chez qui? Chez les femmes jeunes ou les sujets jeunes, en péripartum, grossesse, avec prise d'œstrogestatif.
Le maître signe, c'est les céphalées. Donc, toute céphalée inhabituelle chez un sujet jeune, surtout avec d'autres signes, épilepsie, signe de focalisation, doit amener à réaliser une imagerie. Alors, le rôle des didymères dans la thrombose veineuse cérébrale est anecdotique, aucun intérêt, il ne faut pas les demander. Pour l'imagerie, vous avez le gold standard qui est l'angio-IRM et on peut utiliser l'angio-TDM. L'angio-IRM a la particularité d'avoir une meilleure résolution au niveau du système nerveux central et identifier éventuellement une cause associée. Donc voici un exemple avec un infarcissement hémorragique d'origine veineuse. Donc cet infarcissement n'est pas un hématome spontané. Donc c'est le résultat d'une hyperpression veineuse. Il n'a pas une systématisation artérielle. C'est une chose très importante que le radiologue doit préciser. Donc l'IRM ou l'angioscan permettent donc de mettre en évidence une amputation donc de la vascularisation sous forme d'angiogramme veineux. Et on peut avoir des formes très graves avec un hématome compressif qui va donner un engagement et peut provoquer le décès. Alors le pronostic, heureusement, de cette entité reste bon, donc mortalité faible et séquelles neurologiques dans moins de 10% des cas. La récidive aussi, elle est faible. Et on a aussi donc des facteurs pronostiques. Donc s'il y a des troubles de la conscience et une hémorragie intracrânienne à l'entrée, il faut bien surveiller le patient parce qu'il y a un risque d'aggravation et de mauvais pronostics. Maintenant, qu'en est-il de l'approche thérapeutique? L'approche thérapeutique doit être surtout multidisciplinaire, plusieurs intervenants. C'est une urgence où il faudra diagnostiquer et mettre rapidement un traitement anticoagulant associé à des traitements symptomatiques de l'épilepsie et de l'hypertension intracrânienne et guetter bien sûr les complications. Alors le management, donc selon les sociétés savantes, donc la Société américaine de cardiologie et l'American Stroke Association recommandent de demander une angio-IRM en première intention. Si le diagnostic est confirmé, il faut mettre une héparine, donc HBPM ou HNF, pas de différence. Les HBPM sont préférés pour leur utilisation facile. Il faudra surtout guetter la détérioration neurologique. On peut, donc on peut parfois utiliser des techniques endovasculaires et s'il y a vraiment une détérioration, c'est le neurochirurgien qui va pratiquer une hémicraniectomie de sauvetage. Donc plusieurs années après, est-ce que ça a changé? Donc c'est le même principe, il faut aller diagnostiquer par angio-IRM et il faut stratifier les patients qui risquent de s'aggraver pour prévoir éventuellement de l'endovasculaire. Donc l'endovasculaire en matière de thrombose veineuse cérébrale, c'est pas une recommandation donc de première intention comme les AVC ischémiques, ça va venir peut-être, mais pour le moment, c'est le traitement anticoagulation et les patients sont sélectionnés surtout selon la présentation grave pour subir donc un traitement endovasculaire. Donc l'anticoagulation reste la pierre angulaire du traitement. Alors quelle est la durée de l'anticoagulation? Donc l'anticoagulation, ça va être les HBPM ensuite relais par antivitamine K. Donc, s'il y a un facteur qui est évident, donc on va traiter 3 à 6 mois, facteur transitoire. Si aucun facteur n'est retrouvé, on traite entre 6 et 12 mois. S'il y a une récidive ou une thrombophilie avérée, c'est un traitement au long cours. Par contre, si une femme a déjà fait une thrombose veineuse cérébrale lors d'une précédente grossesse, la prochaine grossesse doit être encadrée par un traitement prophylactique par HBPM à dose isocoagulante. Maintenant, quand il y a une hémorragie, lors de la description radiologique, est-ce que c'est une contre-indication à l'anticoagulation? Eh bien non. Au contraire, il faudra traiter pour diminuer la pression veineuse et favoriser la réabsorption de cet hématome.
Alors, quelle est la place des anticoagulants, les nouveaux anticoagulants, les AOD? Donc, ça reste une alternative aux antivitamines K. Ils peuvent être envisagés, mais pas assez de données pour les recommander en première intention. Donc, il y a eu un essai qui a comparé le rivaroxaban donc à la warfarine, antivitamine K de référence, et on a remarqué que le rivaroxaban n'était pas inférieur à la warfarine, mais avec une légère augmentation du risque hémorragique, mais non significative sur le plan statistique. Ça va être peut-être recommandé dans les prochains mois, dans les nouvelles recommandations. Donc, il y a un travail sur ça, mais pour le moment, il n'y a pas de place claire pour les AOD. Donc, en conclusion, c'est une urgence diagnostique et thérapeutique. La céphalée chez un sujet jeune, surtout une femme avec grossesse postpartum et notion de contraception, sont très évocateurs. L'IRM est le gold standard, donc diagnostic positif et même étiologique. L'anticoagulation est la pierre angulaire du traitement et l'hémorragie spontanée sur donc l'imagerie n'est pas un frein et n'est pas du tout une contre-indication. Pour la place des AOD, ça reste à définir et je vous remercie.